Allez, on va pas tarder à démarrer la présentation. Il reste une place devant ici, si ça intéresse quelqu'un qui est de où? Ah. Donc, on va enchaîner sur la présentation de Arif Bikar, qui est Data Scientist chez Airbus Cyber Security. C'est parti pour 30 minutes. Et tiens, tu peux prendre le micro qui est là. Et c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Arif Bikar et je vais vous faire une présentation sur les apports du machine learning pour la détection de malware. Et au cours de cette présentation, je vais illustrer mes propos par diverses démonstrations sur notre plateforme de simulation, la CyberRange. D'abord, je vais évoquer quelques chiffres concernant les malwares. Ensuite, je vais vous parler des contraintes que l'on rencontre lorsqu'on veut mettre en place un outil de détection de malware, la manière dont l'état de l'art adresse ces problématiques, les limites de l'état de l'art et enfin l'apport du machine learning. Je finirai aussi par prendre quelques-unes de vos questions. Juste pour votre information, nous avons un stand au C16 où nous sommes présents pendant toute la durée du FIC pour répondre à vos questions et vous faire davantage de démonstrations concernant nos activités. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Les logiciels malveillants se multiplient au cours du temps et sur le graphique de cette slide, vous pouvez voir le nombre de malwares en millions entre 2010 et 2019 présenté par l'entreprise AV-Test. Sur le graphique de cette slide, c'est le nombre de malwares et leurs variantes et non pas le nombre d'attaques. En réalité, il y a bien plus d'attaques que ça qui utilisent ces malwares et aujourd'hui encore, les malwares correspondent à l'arme préférée des attaquants. Non seulement il y a de plus en plus de malwares, mais ils deviennent aussi de plus en plus sophistiqués et vicieux. Et les conséquences des logiciels malveillants peuvent être vraiment très importantes au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir les détecter rapidement pour réagir rapidement et avoir le moins d'impact possible. D'où la nécessité de mettre en place un outil de détection de malware. Lorsqu'on veut mettre en place un outil de détection de malware, on doit faire face à plusieurs contraintes et faire plusieurs compromis. Le premier compromis à faire, la première contrainte en fait que l'on rencontre avant même de commencer l'analyse de fichiers concerne l'identification du type de fichier. En fait, les malwares peuvent être présents sous différents formats, par exemple des binaires, les exécutables Windows, les exécutables Android, ça vous le savez tous je pense, mais les malwares peuvent aussi être présents sous d'autres formats que des exécutables autonomes. Par exemple, il existe des logiciels malveillants qui sont logés dans des documents de type Office. Et dans ce cas, les auteurs de programmes malveillants vont utiliser les fonctionnalités propres du type de fichier, comme par exemple le code VBA ou les éléments d'échange de données dynamiques, pour pouvoir exercer leur activité malicieuse. Chaque type de format a sa propre structure, ses propres fonctionnalités, et un outil de détection de malware ne peut pas avoir un seul et unique analyseur qui va appliquer à tous ces types de fichiers. Ce n'est pas possible. Un outil de détection de malware doit avoir un analyseur par type de fichier en fait et doit être capable d'identifier le type d'un fichier pour l'envoyer vers le bon analyseur. Aujourd'hui, l'identification du type d'un fichier n'est pas une tâche triviale, même pour les outils les plus populaires, comme on le verra plus tard dans cette présentation. Un autre compromis à faire quand on veut mettre en place un outil de détection de malware concerne le taux de faux positifs et le taux de détection. Quand on met en place un tel système, l'objectif, c'est de détecter les malwares, leurs variantes, sans pour autant générer de faux positifs. Mais en réalité, avoir un taux de détection de 100% avec un taux de faux positifs de 0%, c'est impossible. Et en réalité, ces deux métriques ont tendance à évoluer dans le même sens. Donc, plus on va rendre notre système méfiant, voire paranoïaque, en ne se concentrant uniquement sur la détection au détriment du faux positif, et plus on va générer de fausses alertes et submerger nos analystes en fait par les fausses alertes et les rendre inefficaces. Donc, il faut absolument faire un compromis entre le taux de détection et le taux de faux positifs. Chez Airbus, nous nous sommes fixés des objectifs en termes de détection et de faux positifs. D'abord, le taux de faux positifs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'humain qui est derrière et il faut donner envie à l'analyste
d'utiliser notre produit et de ne pas le voir comme un générateur pénible de fausses alertes. Donc on ne peut pas se permettre de faire plus d'1% de faux positifs, quitte à baisser légèrement notre taux de détection, qui doit être tout de même au moins de 80%, ce qui est vraiment bon. Et je dis bien au moins de 80% parce qu'on fait beaucoup mieux pour plusieurs formats de fichiers. Et encore un autre compromis à faire quand on doit mettre en place un outil de détection de malware concerne le temps de l'analyse et la complétude de l'analyse. En fait, notre système va à la fois servir au scan de quelques fichiers par jour, par les analyses de la CTI, par les reverseurs, les personnes qui font du forensic par exemple. Dans ce cas, ils n'ont pas de contrainte de temps, mais ils veulent une analyse, une investigation complète des rapports, etc. Mais notre système va aussi servir au scan de plusieurs milliers de fichiers par jour qui se trouvent sur tout le parc informatique de l'entreprise. Et dans ce cas, le temps de l'analyse, c'est vraiment très important et il ne faut surtout pas impacter l'expérience de l'utilisateur final. Donc encore une fois, chez Airbus, pour notre produit interne Orion Malware, qui est notre plateforme d'analyse de fichiers, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, nous nous sommes fixés des objectifs en complétude de l'analyse et temps de l'analyse. Pour le scan de plusieurs milliers de fichiers par jour, nous allons utiliser une analyse statique où le fichier sera analysé en profondeur. Et dans ce cas, le temps de l'analyse ne doit pas dépasser 4 secondes par fichier. Et pour une analyse, dans le cadre de l'analyse de quelques fichiers par jour, nous proposons une investigation plus complète. Non seulement de l'analyse par la correspondance de signature ou par les heuristiques, mais en plus de ça, nous proposons d'exécuter le fichier dans un environnement virtuel, une sandbox. Donc maintenant que nous avons vu les différentes contraintes rencontrées lors de la mise en place d'un outil de détection de malware, nous allons voir la manière dont l'état de l'art répond à ces problématiques, ses limites et enfin l'apport du machine learning. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la détection d'un type de fichier est vraiment très important pour que le fichier soit envoyé vers le bon analyseur. Si le type de fichier n'est pas détecté ou mal détecté, l'analyse sera incomplète ou incorrecte. Donc la détection du type d'un fichier est vraiment fondamentale pour l'analyse de malware. Aujourd'hui, les outils traditionnels pour pouvoir détecter le type d'un fichier vont surtout aller à la recherche de magic numbers dans le fichier. Un magic number, c'est quoi? C'est un identifiant spécifique du type de fichier qui se trouve dans un endroit spécifique dans le fichier, en général vers le début. Par exemple, les exécutables Windows commencent par la chaîne MZ, et lorsque cette chaîne est rencontrée dans le bon emplacement dans le fichier, eh bien, le fichier est tagué comme un exécutable Windows. Mais étant donné que certains types de fichiers n'ont pas de magic numbers, les outils traditionnels se basent aussi sur des heuristiques pour identifier le type d'un fichier. Donc, ils vont à la recherche de quelques mots-clés qui sont présents dans le fichier. Par exemple, pour les fichiers de type script, Python, Perl, PowerShell, etc., les heuristiques peuvent aller à la recherche du shebang dans le fichier, qui est ensuite suivi du chemin d'accès à l'interpréteur qui va permettre de lancer le fichier. Mais la présence du shebang dans un fichier de type script n'est pas obligatoire, et d'ailleurs, il est souvent omis par les développeurs. Et dans ce cas, les outils traditionnels présentent leurs limites, et les fichiers de type script ne sont identifiés comme étant uniquement du texte. Cette identification-là, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas non plus complète et elle ne nous permet pas d'envoyer notre fichier vers le bon analyseur. Et par expérience, nous avons aussi remarqué que parfois, les fichiers de type script étaient détectés comme étant un type complètement différent du type soumis. Par exemple, imaginez votre PowerShell qui est détecté comme étant du C++. Pour illustrer mes propos, là, je vais vous faire une démonstration en utilisant la commande file de Linux qui est basée sur des heuristiques et des magic numbers pour identifier le type des fichiers. Donc j'ai deux fichiers à ma disposition. Voici le contenu du premier fichier. Je vais me mettre en full screen, comme ça vous pouvez le voir avec plus de détails. J'agrandis aussi. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle qui peuvent me dire quel est le type de ce fichier? C'est vraiment très simple. Si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez aussi me donner la réponse. Il n'y a pas... Personne? C'est du JavaScript, effectivement, il l'a dit. Oui, voilà.
Le type de ce fichier donc, correspond à du JavaScript. Donc je vais maintenant, une personne dans la salle, un peu timide, mais a pu quand même me donner la réponse rapidement et sans trop se donner de peine. Donc je vais voir qu'en pense File. Donc quel est le type de ce fichier selon File? Le fichier, comme vous pouvez le voir là, il est identifié comme étant uniquement du texte. Encore une fois, cette identification, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas non plus complète et elle ne permet pas d'envoyer le fichier vers le bon analyseur. J'ai un autre fichier à ma disposition. Est-ce qu'il y a une autre personne dans la salle, ou la même que tout à l'heure, ça ne me dérange pas, qui peut me dire quel est le type de ce fichier? Je monte. Comme ça, vous pouvez voir. C'est vraiment très simple, il n'y a pas de piège, donc n'hésitez pas. PowerShell? Oui, c'est ça, c'est du PowerShell. Voilà. Encore une fois, une personne dans la salle a pu me renvoyer le type de ce fichier sans trop se donner de peine. Donc, je vais demander à File qu'est-ce qu'il en pense. Non, oui, c'était ça. Pour votre information, j'avais supprimé l'extension des fichiers, c'était fait exprès. Le fichier est détecté comme étant du C++. Donc là, vous envoyez ce fichier vers l'analyseur C++, ce qui est complètement faux. Donc, là, moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait, en fait, qu'une tâche aussi triviale pour un développeur soit aussi compliquée à mettre en place pour la machine? En fait, le développeur, quand il a pu identifier le type de ce fichier, des fichiers que je lui ai montrés, c'est qu'il a déjà vu des exemplaires de ce type de fichier, voire mieux en fait, il a déjà développé des scripts dans ce langage-là. Donc il a appris par l'expérience. En plus de ça, ce matin, quand j'ai demandé aux développeurs de la salle de m'identifier le type d'un fichier, je ne leur ai pas montré que quelques mots-clés qui sont présents dans le fichier, comme le feront les heuristiques, mais je leur ai montré la totalité du fichier. Donc, sans s'en rendre compte, les personnes dans la salle ont fait des corrélations entre les différents mots-clés présents dans le fichier, l'indentation, etc. Et ils ont pu me donner la réponse rapidement. Donc, en réalité, la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de mettre en place un algorithme qui, de la même manière que les développeurs dans la salle, va apprendre par l'expérience et en se basant sur la totalité du fichier et non pas que quelques mots-clés présents dans le fichier? La réponse, c'est oui, grâce au machine learning. Le machine learning, donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est constituée d'un ensemble d'algorithmes qui ne sont pas explicitement programmés et qui permettent d'apprendre à partir de la donnée, donc par l'expérience, pour faire des prédictions ou pour la prise de décision. La manière dont on utilise le machine learning, nous, chez nous, ne consiste pas à remplacer tous nos outils existants par du machine learning parce que, bon, c'est un buzzword. Non. On va utiliser le machine learning vraiment pour des use cases précis, pertinents et travaillés. Alors, comment on fait? Pour faire très très simple, donc quand on fait du machine learning, après la phase de récupération de données et de préparation de données, qui sont deux phases super importantes dans le process, il y a la phase apprentissage, où nous allons optimiser les paramètres de notre modèle choisi au préalable à partir de nos données labellisées, dans le cas supervisé. Le choix du modèle au préalable, c'est vraiment un choix très sensible parce qu'il dépend énormément des contraintes de notre problématique. Chaque problématique a sa propre complexité et il n'y a pas un seul et unique algorithme qui est toujours bien adapté, qui est toujours le meilleur pour tous les use cases. Ça n'existe pas. Donc, en fait, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ma donnée est-elle structurée? Est-ce que ma donnée n'est pas structurée? Dans le cas où elle est non structurée, est-ce que j'ai besoin de la travailler ou je peux la prendre dans son état brut? Si je la travaille, combien de temps ça va me prendre? Combien de données j'ai à ma disposition? Et puis, est-ce que j'ai besoin d'interpréter les résultats, d'apporter du contexte, de quantifier l'impact de chaque feature? Donc, il faut vraiment se poser toutes ces questions et c'est ces questions-là qui vont nous guider vers le ou les algorithmes que nous souhaitons optimiser. Donc, imaginons que nous posons ces questions-là, nous choisissons le ou les algorithmes avec lesquels nous voulons travailler, nous faisons l'apprentissage, puis il y a la phase de test, où nous allons tester les performances de notre modèle. Si ces performances sont bonnes, c'est-à-dire sont bonnes, ça veut dire si elles répondent à nos objectifs, alors nous allons mettre le modèle en production, où il sera testé de toute façon en continu dans les bonnes conditions. Nous avons implémenté un tel algorithme chez nous, intégré à notre produit interne Orion Malware, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et je vais là tout de suite soumettre les 2 fichiers sans extension, encore une fois, dont je vous avais parlé tout à l'heure, à Orion Malware. Donc derrière, c'est le machine learning qui va essayer d'identifier le type de ces 2 fichiers. Pour rappel, le premier correspond à du JavaScript et non pas du texte, et le deuxième correspond à du PowerShell et non pas du C++. Je force l'analyse parce que j'avais déjà soumis le fichier, et je soumets. Très bien, je vais resoumettre. Je m'étais déconnectée. Voilà, je reprends mes 2 fichiers. Je force l'analyse encore une fois et je soumets. Bonne nouvelle, le premier fichier, comme vous le voyez ici, est détecté comme étant du JavaScript et non pas du texte, ce qui nous a permis d'envoyer le fichier vers le bon analyseur qui a analysé le fichier et qui a vu qu'effectivement le risque dans ce fichier était low. Il n'y a pas d'activité malicieuse dans ce fichier. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour les personnes qui ont déjà écrit des scripts en JavaScript, vous avez vu qu'il n'y avait aucune activité malicieuse dans le fichier. Pour le deuxième fichier, encore une fois, on a vu que c'était du PowerShell et non pas du C++, et nous avons envoyé le fichier vers le bon analyseur qui l'a analysé et encore une fois qui a vu que le risque dans le fichier était low. Je retiens encore une fois votre attention sur le fait que j'avais supprimé les extensions des fichiers. Donc vraiment, on a pris la décision en se basant sur le contenu du fichier, la totalité du fichier. Donc maintenant que nous avons identifié le type d'un fichier correctement, nous allons passer à la phase analyse de risque d'un fichier. Aujourd'hui, l'état de l'art pour analyser le risque d'un fichier se base principalement sur de l'analyse statique par la correspondance de signature, sur de l'analyse statique par la mise en place de règles et d'heuristiques, et enfin sur de l'analyse dynamique par la mise en place de règles et d'heuristiques. Bien que toutes ces analyses présentent des avantages, elles présentent aussi des inconvénients. Par exemple, dans le cas de l'analyse statique par la correspondance de signature, c'est une analyse qui est très facile à contourner par le simple fait de faire quelques modifications dans le fichier. Et en plus, ce genre d'analyse ne peut pas être utilisé pour la détection de tout nouveau malware. Dans le cas de l'analyse statique et dynamique par la mise en place de règles et d'heuristiques, c'est vraiment une tâche très manuelle. En fait, la mise en place de règles et d'heuristiques fait recours à des connaissances experts vraiment très poussées pour connaître donc, les spécificités du type de fichier sur lequel on travaille, pour connaître pour savoir différencier un fichier sain d'un fichier malsain pour le type de fichier, pour connaître les différentes spécificités à utiliser à partir de ce fichier pour pouvoir créer des heuristiques, et enfin pour faire les pondérations pendant que l'on fait les heuristiques. Donc c'est une tâche très manuelle, mais en plus de ça, c'est une tâche très répétitive, très laborieuse. Parce que l'expert, il doit être tout le temps là, en train de remettre à jour ses règles ou ses heuristiques, ou en créer de toutes nouvelles, pour suivre l'évolution des malwares au cours du temps. Le malware est un monde qui évolue sans cesse. Comment le machine learning peut contribuer pour la détection de malware ? Le machine learning peut contribuer pour la détection de malware pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'avec l'utilisation du machine learning, la plupart des tâches sont réalisées de façon automatique, avec des connaissances experts vraiment très limitées. Alors, je dis connaissances experts vraiment très limitées, car effectivement, au début des travaux de machine learning, nous allons forcément avoir besoin d'un expert pour pouvoir comprendre avec lui les spécificités du type de fichier et pour pouvoir designer avec l'expert les meilleures features possibles. Mieux seront les features et mieux sera l'algorithme et les prédictions. Mais quand on fait du machine learning, nous n'allons absolument pas avoir besoin d'un expert pour la création de règles, d'heuristiques ou faire les pondérations. Non. C'est le machine learning qui va utiliser les propriétés statistiques des données pour pouvoir différencier un fichier sain d'un fichier malsain. En fait, toutes les pondérations, voire les suppressions des features, tout ça sera réalisé de façon automatique. Et la deuxième raison, c'est que le machine learning peut trouver dans les données des propriétés, des corrélations qui sont très difficiles à trouver pour un humain, même un expert. Et enfin,
La troisième raison pour laquelle le machine learning peut contribuer pour la détection de malware, c'est qu'elle peut permettre de suivre facilement l'évolution des malwares au cours du temps. Alors pourquoi je dis ça? Les malwares évoluent au cours du temps, ils progressent, les auteurs vont leur ajouter de nouvelles fonctionnalités pour rendre leur malware beaucoup plus sophistiqué. Ils vont aussi un peu changer les propriétés de leur malware pour ne pas qu'il soit détecté. Mais l'output du machine learning n'est pas binaire, c'est-à-dire tout ou rien. C'est un score entre 0 et 1, donc 0,1, 0,2, 0,9, qui nous indique la probabilité que le fichier soit malicieux. Donc, même si l'auteur a ajouté des nouvelles fonctionnalités dans son fichier, même s'il a modifié quelques propriétés de son fichier, le machine learning sera toujours capable de nous indiquer, de nous donner une indication sur l'activité malicieuse qui est réalisée dans le fichier. Donc, par le fait que l'output du machine learning n'est pas binaire et par le fait que la mise à jour, et je dis bien la mise à jour et pas la création, d'un modèle de machine learning se fait de façon totalement automatique, sans aucune intervention humaine, il est très facile de pouvoir suivre l'évolution des malwares au cours du temps. Comment? Par la mise en place d'une solution qui va détecter et apprendre sur les changements graduels des malwares. Une solution en fait qui va évoluer au cours du temps, quasi en même temps que les malwares évoluent. Nous avons implémenté un tel algorithme chez nous, intégré à notre produit Orion Malware. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, nous n'avons pas remplacé tous nos outils de l'état de l'art par du machine learning, mais nous avons vraiment utilisé le machine learning en apport à tous les outils déjà existants. Et nous avons utilisé le machine learning pour débuter, surtout pour des fichiers où l'état de l'art ne nous permettait pas de répondre à nos KPI, qui sont, je rappelle, au moins 80% de détection avec au plus 1% de faux positifs. Sur le graphique de cette slide, vous pouvez voir les résultats de notre modèle évolutif au cours du temps, basé pour les documents de type Office, Excel, Word, etc. Donc, en vert, le taux de détection, en rouge, le taux de faux positifs, en abscisse, les différents mois où la solution a été testée, en ordonnée, les performances, donc. Et les deux traits horizontales correspondent à nos seuils 1% et 80%. Il faut savoir que pour ce type de fichier, avant le machine learning, nous n'arrivions pas à atteindre nos KPI. Et avec le machine learning, donc les tests ont été réalisés sur de toutes nouvelles données qui n'ont pas du tout participé à l'apprentissage du modèle. Vous pouvez voir que pour tous les mois où la solution a été testée, le taux de faux positif est inférieur à 1%. Et pour quasi tous les mois où la solution a été testée, le taux de détection est supérieur à 80%, proche de 90%. Sauf pour le premier mois parce que nous n'avions pas suffisamment de données. Donc, je vais vous faire une démonstration, encore une fois en utilisant Orion Malware. Et je vais soumettre un fichier malicieux, un malware, de type PowerShell. Derrière, je vais faire tourner le machine learning. Donc, je soumets le fichier. Je vais aller enlever toutes les autres analyses que nous avons. Donc, j'enlève la whitelist, j'enlève les antivirus, j'enlève les règles et je n'active pas l'analyse dynamique. Je ne laisse que scanner analysis. Et derrière, ça sera donc le machine learning qui va donner la réponse. Je force l'analyse parce que j'ai déjà soumis le fichier. Je soumets. Déjà, bonne nouvelle, le fichier PowerShell est bien détecté comme étant du PowerShell et pas du C++ ou JavaScript ou autre. Il a donc été envoyé vers le bon analyseur qui a pu analyser le fichier correctement et voir que le risque dans ce fichier était high. Donc le fichier est détecté par le machine learning comme étant malicieux. Est-ce que ça vous convient? Donc ce que je viens de dire, le machine learning vient de dire que ce fichier-là était malicieux. Point. Je ne pense pas que cette réponse-là vous convienne, aux clients et aux analystes non plus. En fait, on ne peut pas aller voir un client et lui dire « Bon, ce fichier, c'est un malware. C'est le machine learning qui me dit et il faut croire au machine learning parce que ses performances sont vraiment bonnes. » Par contre, quand on fait du machine learning, l'interprétation, c'est un peu compliqué, donc n'attends pas de moi d'interpréter tes résultats, d'interpréter les résultats. Le client ou l'analyste n'accepteront jamais ce genre de modèle, bien qu'il soit très très bon. C'est impossible à faire accepter. Pour faire accepter une solution sur le machine learning, il faut être capable d'apporter du contexte métier dans les résultats. On ne peut pas laisser la machine prendre des décisions importantes
sans pouvoir justifier les raisons de son choix. Donc chez Airbus, nous avons travaillé sur l'interprétation des résultats de nos algos de machine learning. Nous avons travaillé là-dessus. Et donc, le client ou l'analyste... Il y a un petit bug, désolé. J'arrive pas. Je sors et je reviens peut-être. Full screen. Ah oui, voilà. Donc, le client ou l'analyste n'a qu'à cliquer sur le fichier que j'ai soumis. Donc, il clique dessus. Et il arrive sur une page où, à gauche, vous voyez donc scanner analysis, des bar plots. Donc, on voit qu'il y a de l'activité système, réseau. Par exemple, l'activité système est supérieure à 75%. Et à droite, vous voyez d'abord que c'est l'outil d'intelligence artificielle qui a détecté le fichier comme étant malicieux. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une tentative d'offuscation dans le fichier. C'est cette ligne, ce n'est pas très lisible, donc il y a une tentative d'offuscation. Il y a aussi l'utilisation de mots-clés PowerShell suspicieux dans le fichier, c'est cette ligne-là. Il y a une tentative d'exécution, ici. Il y a une tentative d'accès au réseau, ici. Il y a une tentative de téléchargement de réseau, une tentative de contournement des systèmes de sécurité qui sont mis en place. Donc aujourd'hui, chez Airbus, on utilise du machine learning pour dire si un fichier est malicieux ou pas, mais mieux, on explique les raisons qui ont poussé l'algorithme à faire ce choix. Donc j'arrive à la conclusion. Alors, pour conclure, d'abord, je veux dire... Un point important, donc le sujet c'était les apports du machine learning pour la détection de malware. Donc avec cette présentation, j'espère que je vous ai montré qu'effectivement le machine learning peut avoir des apports vraiment considérables pour la détection de malware. Et lorsqu'il est utilisé en fait pour des use cases précis, pertinents, et surtout lorsqu'on a suffisamment de données et de la bonne donnée, c'est-à-dire de la donnée diversifiée, de qualité. Et un dernier point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est qu'aujourd'hui, le machine learning n'est pas là pour remplacer les experts, vraiment loin de ça. Il est là pour leur apporter de l'aide, pour restructurer leur manière de travailler et leur faire gagner du temps en fait. Donc j'ai terminé. Encore une fois, nous avons un stand au CCS où nous faisons encore plus de démonstrations, que ce soit sur l'IA ou autre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous avez des questions, je peux les prendre. Question là-bas. Bonjour. Vous parliez des corrélations difficiles à trouver sans le machine learning. Oui. Est-ce que vous auriez un exemple de type de corrélation ? Je ne peux pas donner d'exemple, mais par contre, je peux dire pourquoi je dis ça et pourquoi on le voit aussi. C'est qu'en fait, lorsque c'est un humain ou même un expert en fait qui met en place qui fait les pondérations, en fait, il le fait en regardant donc même plusieurs fichiers, c'est très bien. Mais déjà, vu que c'est à la main, c'est pas rapide. Et en plus de ça, c'est pas optimal. Quoi qu'il fasse, en fait, ce n'est pas optimal. Le machine learning, en fait, on résout un problème d'optimisation. Du coup, la solution est optimale ou au moins sous-optimale. Donc, c'est pour ça, en fait. Voilà. Une autre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il nous reste quelques minutes. Levez la main bien haut si vous avez une question pour que je puisse vous voir. Là-bas. Est-ce que l'apport d'un data scientist pourrait faire évoluer les choses et en collaboration avec une approche machine learning ? Pardon ? Donc l'apport d'un data scientist pourrait faire quelque chose aussi en travaillant en combinaison avec le machine learning et l'expertise d'analyse. Je travaille avec des experts en malware. J'essaie de monter en compétences dans le domaine, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, on se fait un transfert de connaissances. Je design mes features avec les experts parce qu'ils ne savent, vu qu'ils ne font pas du machine learning et ils ne savent pas quelles sont les entrées que l'on peut donner, quel type d'entrée on peut donner à un algorithme de machine learning. Donc je prends avec les experts, je travaille sur la connaissance des spécificités d'un type de fichier et sur le design des features pour que la solution à la fin soit la meilleure possible. Ok, merci. Une autre question ?
Bonjour. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer le gain de votre machine learning vis-à-vis d'un antivirus classique, standard? Par rapport à un antivirus, Combien de détections on a en plus? je ne sais pas, est-ce qu'on l'a fait? Je ne pense pas. Sur l'antivirus seul, on n'a pas forcément les chiffres puisqu'on travaille déjà, Orion intègre déjà plusieurs antivirus plus de la sandbox et des heuristiques. C'est les graphiques qui étaient montrés par Arik là tout à l'heure. Sur certains types de fichiers, on a gagné à peu près 40% de détection sur des types spécifiques et particulièrement sur les scripts type PowerShell, VBA, Python, etc. Il y a une question au fond aussi, je ne sais pas si on a le temps, mais... Oui, il nous reste quelques minutes. Votre outil de machine learning est développé en quel langage, s'il vous plaît? En Python. En Python. Une dernière question. Ok, écoutez, je pense qu'on peut applaudir Arif Abikar, qui est Data Scientist chez Airbus Cybersecurity, et on peut les retrouver au stand C16.